vais donc évoquer devant vous la mémoire d'un homme dont on ne parle plus guère en effet dans les livres d'histoire aujourd'hui, alors bien même qu'il a joué un rôle majeur à une période critique et somme toute relativement récente de l'histoire de notre pays. Et si les événements, si les personnages que je vais évoquer, et je m'adresse surtout aux élèves qui sont comme d'habitude au fond, relèvent pour vous d'un passé lointain, détrompez-vous, parce que les tourments qu'avaient ces hommes que je vais évoquer, les défis qu'ils rencontraient n'étaient pas si éloignés de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Et je dois dire que c'est pour moi une très grande fierté de me retrouver aujourd'hui au lycée Hoche, où vous venez de le rappeler, sous la férule de maîtres exigeants. J'ai pu poursuivre une scolarité qui m'a permis d'atteindre au but que je m'étais fixé, à savoir devenir officier de marine et servir mon pays sous l'uniforme que j'ai revêtu aujourd'hui en l'honneur de cet immense soldat dont je vais maintenant vous conter l'histoire. Henri Giraud, né à Paris le 18 janvier 1879 dans un pays qui est endeuillé depuis la défaite de 1870 par la perte de deux provinces chéries, l'Alsace et la Lorraine, mais un pays qui pour autant ne s'avoue pas du tout vaincu. Jamais même notre pays n'aura vibré d'une telle ferveur patriotique. C'est la première fois même dans notre histoire que des mères auront élevé leurs fils dans la perspective de la guerre. Car en ces temps-là, l'amour de la patrie commandait tout. Cet amour-là, écrit Henri Giraud au soir de sa vie, je l'ai sucé avec le lait de ma mère. Je l'ai appris sur les genoux de mon père. Je l'ai raisonné par l'étude de l'histoire et je l'ai fortifié par la vie intense que j'ai menée. Parce que pour Henri Giraud, l'histoire de France est un bloc, ainsi qu'il écrit en préface à son livre « Mes évasions ». Dès mon plus jeune âge, j'ai voulu être soldat, pour imiter ceux dont j'avais lu les aventures, qu'ils soient les soldats du roi, de la République ou de l'Empire. Et Giraud fait ainsi écho à la très belle formule de l'historien Marc Bloch qui disait « Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France. Ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. » Lors de l'inauguration à Dijon en 1961 d'un monument, d'un des rares monuments érigés à la mémoire du général Giraud, M. Pierre Mesmer, qui était alors le ministre des Armées du général de Gaulle, rappelait cette phrase du maréchal Lyautey à ses officiers. « Regardez bien Giraud, il est grand en tout. Il est grand par la taille, il est grand par le cœur, et il est grand par l'intelligence. » Parce que Lyautey pressentait le destin exceptionnel de cet officier, un destin comme notre pays en compte peu. Jugez plutôt le 30 août 1914, simplement après quelques semaines de guerre, le capitaine Giraud charge une batterie allemande à la tête de sa compagnie sur le plateau de Guise, et il tombe foudroyé, la poitrine transpercée par une balle à hauteur des poumons. Là, les combats sont tellement violents que ces hommes ne peuvent pas le ramasser. Giraud est donc laissé pour mort sur le champ de bataille. Et il est ramassé au petit matin, le lendemain, par des brancardiers allemands qui l'internent donc dans un hôpital de campagne allemand où il est fait prisonnier. Pour le médecin qui passe à côté de lui, son état ne fait guère de doute, il se contente de demander, d'essayer de se renseigner sur la religion de cet officier, et il fait signe à un aumônier de s'approcher. Et puis, quelques instants plus tard, repassant devant cet homme qui manifestement veut s'obstiner à vivre, il va l'opérer. Il va d'ailleurs fort bien l'opérer, il lui dira à son réveil, « Monsieur, vous avez de la chance que vos hommes ne vous aient pas emporté. Vous seriez mort maintenant. » En effet, c'est le caillot de sang qui s'est formé pendant la nuit que Giraud a passé sur le champ de bataille, qui a évité l'hémorragie et qui lui a sauvé la vie. Eh bien, un mois et demi plus tard, alors qu'il a encore sa blessure très largement ouverte, qu'il a un drain qui permet à cette blessure de suppurer, Giraud s'évade. Il s'évade au cours d'une odyssée invraisemblable, qui va l'amener à travers, bien sûr, d'abord les lignes ennemies, puis en Belgique, en Hollande, en Grande-Bretagne, puis en France, où il arrive au printemps 1915, et où il est déjà accueilli en héros. Je souhaiterais vous lire un très court extrait d'un des nombreux témoignages que Giraud, alors jeune capitaine, reçoit. C'est celui de la mère d'un de ses soldats, qui lui écrit ceci. « Monsieur, ce n'est pas sans émotion que j'ai appris par des amis votre évasion et quelques-unes des péripéties qui l'ont accompagné. Vous êtes le capitaine
d'un fils très cher, Georges. Caporal dans votre 14e compagnie et si heureux de partir avec vous qu'il considérait comme un dieu. Georges a été tué près d'Ypres le 17 décembre dernier. Notre premier mot, en vous sachant libre, a été à tous si Georges était là, s'il pouvait le savoir. Eh bien, moi, sa mère, je viens le remplacer, mon gars. Dieu est loin de vous qu'il aimait, et vous dire de sa part l'admiration et la joie profonde que votre évasion nous fait éprouver, quoi qu'il vous arrive par la suite. Sachez que vous avez été l'idole d'un enfant mort seul, ou presque, parce que nos ennemis l'ont séparé de vous, et que l'amour de cet enfant vous bénira et vous portera bonheur. Pardonnez cette longue lettre, n'y voyez que l'hommage d'outre-tombe d'un soldat qui vous adorait, et croyez au sentiment d'admiration de sa mère. Alors la formulation peut paraître aujourd'hui un peu excessive, mais c'est le témoignage d'une mère qui a perdu son fils au combat et cela mérite le respect. Et vous retrouverez d'ailleurs cette même sacralisation de la figure du chef tout au long de mon récit. Dès son retour en France, Giraud reprend immédiatement sa place au combat. Et c'est lui, alors commandant, qui à la tête de son bataillon reprend le 17 octobre 1917 le fort de la Malmaison. Le fort de la Malmaison était tenu par les mitrailleurs de la garde impériale du Kaiser qui s'étaient enchaînés à leurs armes pour s'empêcher de reculer. Cette victoire connaît alors dans tout le pays un très fort retentissement. Il y a quelques années, vivait pas très loin de l'endroit où je réside, dans le sud de la France, un homme qui avait été un des soldats de Giraud et qui avait conquis avec lui le fort de la Malmaison. Je suis allé le voir. Il s'appelait Joseph Paul, il avait 104 ans. Ce vieux monsieur m'a raconté avec d'ailleurs beaucoup de lucidité ses souvenirs de guerre. Les cris des blessés, la nuit entre les lignes qui se faisaient dévorer le corps par les corbeaux et que leurs camarades ne pouvaient même pas aller chercher tellement les combats étaient violents, les gaz, la boue. Bref, il m'a raconté l'enfer sur terre. Et à un moment, me prenant les deux mains, il m'a dit: amiral, pour nous, Giraud, c'était un dieu. Giraud termine la guerre avec 5 citations, dont 4 à l'ordre de l'armée. Mais sa blessure s'est réveillée. Il va devoir quitter l'armée pendant 2 ans pour pouvoir se refaire une santé. Ses plus jeunes camarades, le capitaine Juin, le capitaine Delattre, qui seront plus tard des maréchaux de France, sortent aussi de la guerre très éprouvés. Juin a perdu son bras droit. Delattre a été blessé 4 fois et gazé 4 fois. Lieutenant-colonel Giraud est appelé au Maroc par Lyautey. La guerre du Rif y fait alors rage. À la tête de son régiment, Giraud joue la ruse. Les rebelles l'appellent El Dib, le renard. Dans une lettre à son frère qu'il écrit le 17 mai 1925, Giraud prévient que l'on sache bien à Paris que la lutte est de nouveau très sérieuse, qu'il ne s'agit pas de riffins, mais d'Allemands. Ce sont des tranchées allemandes que j'ai prises. C'est de l'artillerie, ce sont des mitrailleuses allemandes qui tuent mes tirailleurs et mes Français. S'affranchissant des ordres reçus, Giraud sauve la ville de Taza qui était donnée pour perdue. Et d'ailleurs, après cet exploit, Giraud portera le titre honorifique de premier zouave de la République, allusion à Théophile Manot de la Tour d'Auvergne, qui lui avait reçu de Napoléon, alors premier consul, le titre de premier grenadier de la République. Et c'est l'époque où, comme je le disais précédemment, Lyautey le montre un exemple à ses officiers. Regardez bien Giraud, il est grand en tout. Et c'est le même écho du bas en haut de la hiérarchie. Bournazel, l'homme à la veste rouge, le héros légendaire, celui dont les exploits ont bercé toute une génération d'officiers, écrit de Giraud à ses parents: ce chef est un dieu pour moi. D'ailleurs, un soir, alors qu'il vient d'être assiégé par les riffins pendant toute la journée, qu'il a vécu jusqu'aux extrémités de la peur, Bournazel, qui est le courage à l'état pur, qui représente vraiment l'officier dans toute sa splendeur, connaît à son tour sa nuit de Gethsémani, qu'il a raconté ainsi: j'ai fait le tour de ma pauvre défense, j'ai causé avec les hommes, et j'ai constaté qu'il en manquait encore une vingtaine environ. Alors je me suis assis, j'ai mis ma tête dans mes mains, et je me suis mis à pleurer, doucement. J'ai pleuré de détresse morale, je le confesse aujourd'hui, j'ai pleuré aussi de souffrance physique. J'ai pleuré en me suppliant
d'arrêter mes larmes, et je n'ai pu retrouver mon calme qu'au moment où, dirigeant ma pensée vers Darkhaïd Mekbo, la silhouette du colonel Giraud m'est apparue. Dans mon désarroi, je voyais ce magnifique soldat, toujours confiant malgré les épreuves nombreuses auxquelles il était soumis. Alors, je me suis raccroché à cette évocation et j'ai séché mes yeux, honteusement. Giraud est à nouveau très grièvement blessé le 2 août 1925, mais il reprend immédiatement sa place au combat et c'est lui, alors colonel, qui capture le chef de la dissidence Rifaine, Abdelkrim, qui va le chercher avec toute sa smala dans son fief de Tardiste et qui le ramène avec plus de 3000 hommes. Évidemment, la reddition du chef Rifin fait les grands titres de toute la presse française et étrangère. Et le colonel Giraud apparaît avec son célèbre prisonnier à la une du Petit Parisien qui se vante alors d'être le journal qui a le plus fort tirage dans le monde. Et on peut lire dans Le Temps, qui est un magazine qui décrit le défilé du 14 juillet 1926, les acclamations populaires vont plus particulièrement au colonel Giraud qui commande cette merveilleuse phalange. Le colonel Giraud est ensuite affecté à l'école de guerre à Paris comme professeur d'infanterie. Nous sommes en 1927. Parmi ses élèves, Giraud compte des officiers qui seront célèbres par la suite, le futur maréchal de Lattre, le futur général Navarre. Et Navarre raconte dans ses mémoires: j'ai le souvenir d'un exercice sur la carte, dirigé par le colonel Giraud, dans lequel celui-ci fit intervenir des unités de chars rapides, accompagnées d'une infanterie transportée sur véhicules blindés et d'une artillerie motorisée. Ce qui prouve que dès 1927, Giraud envisage concrètement l'hypothèse de l'emploi de chars rapides comme unité autonome destinée à percer. C'est d'ailleurs une tactique qu'il va mettre lui-même en œuvre, avec en plus l'action de l'aviation 3 ans plus tard, lors de la pacification du Maroc. Je précise que le livre Vers l'armée de métier du colonel de Gaulle, vantant les mérites du char, paraîtra plusieurs années plus tard, en 1934. Jeune général de 1930 à 1934, Giraud prend le commandement des confins algéro-marocains et il a ainsi le grand honneur de parachever l'œuvre du maréchal Lyoté, la pacification du Maroc. Et l'attraction que Giraud exerce sur les jeunes officiers est toujours aussi immense. Et comme souvent, ce sont les plus insolents qu'il admire le plus. Hier, je vous l'ai dit, c'était Bournazel. Aujourd'hui, c'est le lieutenant de Haute-Cloque, le futur maréchal Leclerc, qui écrit de Giraud à ses parents après les combats du Badou en 1933. L'allure de Giraud, droit devant l'autel, avec sa haute taille, ne manque pas de grandeur. La qualité maîtresse de ce chef, c'est qu'il ignore la peur. Au Maroc, on voit encore commander. Or, de même que c'est une joie pour un sportif de voir galoper un beau cheval, c'est une vraie joie, je dirais presque artistique, de voir commander un grand chef. Commandant la division d'Oran à partir de 1934, Giraud n'a qu'une obsession, c'est préparer sa division à monter en urgence dans le nord de la France, parce que pour lui, l'histoire est écrite. Les autorités françaises savent pertinemment que Hitler veut réoccuper la zone démilitarisée. Et il faut désigner un chef énergique à l'armée française. Le choix de l'armée est unanime. Il se porte sur Giraud. Mais il y a des oppositions politiciennes à cette désignation. Mais curieusement, voyez-vous, celles-ci vont disparaître d'un seul coup, le 5 mars 1936 au soir, lorsque le Führer va faire un discours d'une rare violence. Le lendemain, le 6 mars, par un décret pris en urgence en Conseil des ministres, le général Giraud est nommé gouverneur militaire de Metz, commandant la 6e région militaire. Metz qui est alors la véritable capitale militaire de la France face à l'Allemagne. Giraud a sous ses ordres de Lattre, de Gaulle, de l'Estreinte. Le jour même où Giraud est nommé, la Wehrmacht réoccupe la Rhénanie. Aussitôt, Giraud presse l'état-major de riposter. Il leur dit: laissez-moi faire. J'ai 100 000 hommes prêts à foncer, personne en face. Ce soir, je couche à Mayence et vous pourrez alors discuter. Mais on ne l'écoute pas. Alors il l'écrit à nouveau, le 16 mars. La situation est sérieuse. On pouvait riposter instantanément, on ne l'a pas fait. C'est reculer pour mieux sauter. La guerre franco-allemande est fatale. Les ruines seront d'autant plus effroyables qu'on attendra plus longtemps. Langage prémonitoire quand on connaît la suite. Mais pour Giraud, la faiblesse attire la guerre, irrésistiblement. Il l'écrit à nouveau,
le 12 juillet 1936. Nous ne pourrons pas céder et nous humilier perpétuellement. Un jour, quel que soit le parti au pouvoir, il devra dire non. Ce jour-là, si la France a l'armée qu'elle doit avoir, l'Allemagne reculera. Dans le cas contraire, ce sera la guerre. Cela vous rappelle peut-être des débats très actuels, parce que, en effet, si aujourd'hui l'ennemi n'est plus le même, néanmoins, la question se pose toujours dans les mêmes termes. Et quand l'ennemi est à nos portes, quand il est chez nous, qu'espère-t-on, qu'attend-on? On espère que l'armée sera là pour assurer la sécurité de la population. C'est d'ailleurs une constante qui traverse toute l'histoire de France. Giraud réaffirme ses convictions le 15 septembre 1936 à Winston Churchill, qui vient lui rendre visite à Metz. Mais surtout, Giraud va déclamer ses convictions dans un grand discours qu'il va prononcer à Douaumont, lieu emblématique de la Première Guerre mondiale, le 20 septembre 1936, dans lequel Giraud vante les vertus d'effort, d'application, de travail, et où il défend le système français contre, dit-il, les doctrines qui viennent des bords de la Spree ou de la Moskova. Alors évidemment, ce discours fait quelques vagues, notamment dans le monde politique, parce que c'est bien connu. Un soldat n'a qu'un seul droit, celui de se taire. Mais Giraud insiste, il ne mâche pas ses mots. Je vous livre l'anecdote suivante. Le 24 novembre 1937, Édouard Daladier, qui est alors ministre de la Défense, vient faire un voyage d'inspection dans la région de la Sarre. Il est bien sûr accompagné par le général Giraud qui commande cette région. À un moment, Giraud s'arrête, pointe l'Allemagne et dit au ministre, « Monsieur le ministre, en face, il travaille 48 heures. Ceux qui ont voté la loi des 40 heures sont donc soit des imbéciles, soit des criminels. » Daladier le regarde un peu interloqué et lui dit, « Vous semblez ignorer, mon général, que je suis de ceux qui ont fait voter la loi des 40 heures. » Et Giraud lui répond, « Je ne l'ignore nullement, et je sais aussi que vous n'êtes pas un imbécile. » Le 23 juillet 1938, toujours préoccupé de prendre l'initiative face aux Allemands, Giraud presse cette fois-ci tout l'état-major français de changer complètement de stratégie. Il prône une action offensive limitée, parce qu'à l'époque, la stratégie du haut commandement repose sur la défensive derrière cette protection illusoire de la ligne Maginot. Face aux provocations répétées d'Hitler, Giraud propose de se porter sur la Sarre. Voici ce qu'il dit. La manœuvre n'offre aucun aléa. Les résultats de l'opération seraient payants. La guerre serait portée dès le début en territoire ennemi et nous tiendrions sous notre feu terrestre une des régions les plus peuplées et les plus industrielles d'Allemagne. C'est un langage de guerre, certes, mais Giraud est un guerrier et il sait la guerre inévitable. 2 mois après, ce sera Munich. Alors que n'a-t-on laissé faire le général Giraud? Au moins une fois, en 1936 ou en 1938. Parce que voyez-vous, une fois suffisait. Non pas, évidemment, pour éviter la guerre, mais pour la faire commencer à nos conditions. Et on peut l'espérer à notre avantage. Au moment de l'offensive allemande, Giraud commande la 7e armée qui se trouve sur la gauche de tout le dispositif français. Et ce sont les Britanniques qui ont exigé que l'armée Giraud soit sur la gauche de tout le dispositif pour éviter une possible incursion des troupes allemandes en Grande-Bretagne, parce que la réputation de Giraud dépasse de loin les frontières. Giraud lance sa 7e armée dans la manœuvre Breda, qui va rester avec la manœuvre Narvik, l'offensive de Narvik, la seule grande offensive française de toute la guerre 39-40. Giraud parvient jusqu'en Hollande avec sa 7e armée, mais malheureusement, sur son flanc droit, la 9e armée a été complètement enfoncée. Le haut commandement, dans une certaine panique, demande à Giraud de quitter dans l'urgence le commandement de sa 7e armée et d'aller prendre le commandement de la 9e armée. C'est ce que fait Giraud. Il arrive. En 2 jours, son arrivée redonne un peu de courage à tous ses combattants. Et c'est alors qu'il se trouve en première ligne, dans une automitrailleuse qui, en plus, vient de neutraliser quand même 2 chars allemands, que Giraud est littéralement fait aux pattes par les Allemands. Il se trouve avec son automitrailleuse, il débouche dans une clairière, et il y a 8 chars allemands qui sont à l'orée de cette clairière. Giraud est immédiatement, bien sûr, fait prisonnier. Les Allemands sont extrêmement surpris de trouver quand même un général à 5 étoiles en première ligne, parce que ce n'est pas leur faire injure que de penser que leur place n'est pas forcément
en première ligne. Dès qu'ils sont conscients de cette prise, Hitler en est évidemment immédiatement prévenu et Giraud est transféré dans la forteresse de Königstein qui surplombe la vallée de l'Elbe. Quand il arrive, les Allemands, qui savent très bien qui ils ont en face d'eux et qui savent pertinemment que Giraud s'est évadé lors de la Première Guerre, lui demandent de prêter serment qu'il ne s'évadera pas. Giraud refuse. Il leur dit au contraire qu'il fera tout pour s'évader. Et en septembre 1940, alors qu'il est prisonnier depuis 3 mois, il écrit à ses enfants une lettre qui va circuler à travers toute la France et qui aura un très fort retentissement. Je voudrais vous la lire. Mes chers enfants, je ne sais combien de temps je resterai ici. Des mois, des années peut-être. Il est possible que j'y sois enterré, je suis prêt à tout, peu importe. Je vous confie le soin de me remplacer dans une tâche sacrée, le relèvement de la France. Je vous interdis de vous résigner à la défaite et d'admettre que la France puisse passer après l'Italie, l'Espagne ou la Finlande. Peu importe les moyens, le but seul est essentiel. Tout doit lui être subordonné. Vous lui sacrifierez vos intérêts personnels, vos goûts, vos théories, votre mystique. Puis Giraud fixe le programme à ses enfants. Les esprits sont faits en France. L'instruction est faite aux colonies. Le matériel est fait à l'étranger. Et il conclut, mais avant tout, chers enfants, que les esprits soient à la hauteur de leur tâche, qu'ils veuillent être français totalement. Rappelez-vous qu'une bourrasque passe, mais que la patrie reste. Une nation vit quand elle veut vivre. Répétez cela autour de vous. Forcez les autres à penser comme vous, à travailler comme vous. Nous sommes sûrs du succès si nous savons vouloir. Résolution, patience, décision. Cette lettre écrite du fond de sa cellule par un homme perclus de blessures et qui a toutes les chances, si je peux m'exprimer ainsi, de mourir dans cette cellule est un exemple admirable d'acte de foi, de patriotisme et de confiance en l'avenir. Et d'ailleurs, à Londres, le général de Gaulle, dès qu'il en aura eu connaissance, s'est employé à diffuser auprès des siens ce qu'il appelait l'appel de Königstein, avec en plus des commentaires extrêmement élogieux pour son ancien chef de messe. Eh bien, 1 an et demi après avoir écrit cette lettre, le général Giraud, qui a 63 ans, qui, quand il est arrivé à Königstein, est perclus de blessures à une jambe qui ne lui obéit plus, avec ses blessures de guerre, va s'évader. Il va s'évader de cette prison dont on ne s'évadait pas. Telle était en effet la réputation de cette forteresse, dont vous voyez une photo qui est ici. Si j'ai tombé un seul but de la victoire, ça va. Voilà la forteresse. Merci, ma chérie. Voilà la forteresse dont s'évade Giraud, en se laissant glisser le long d'un à-pic de 45 mètres. Cet à-pic, croyez-moi, j'ai pu le vérifier moi-même. Il est extraordinairement impressionnant. Et c'est cet homme de 63 ans qui va franchir un parapet haut d'1,50 m avant de descendre et d'entamer une descente sous le tir très probable d'une sentinelle, dépendant alors tout entier de la force musculaire de 2 de ses camarades âgés qui laissent filer une corde faite d'un câble léger et de bouts de ficelle que Giraud a tissé lui-même avec l'aide du général Mény, qui était un de ses camarades de captivité au cours de ces 2 années de captivité. Cet exploit insensé, Giraud lui accorde 10 lignes dans son livre « Mes évasions », dont je vous conseille la lecture, qui est un petit ouvrage et qui relate les 3 évasions du général Giraud. Voici ce que dit Giraud dans son livre. « Je me débarrasse de ma pèlerine et demande à Lebleu, c'est un de ses camarades, de m'aider à enjamber le parapet, car la blessure de ma jambe droite m'interdit certains mouvements. Me tenant solidement au barreau du créneau, je m'assieds sur la barre de bois qui me sert de siège, et lâchant le barreau pour employer le câble à 2 mains, je me laisse descendre par mes 2 amis qui filent lentement la corde. Mes pieds et mes mains freinent ma descente contre la paroi du rocher. Giraud traverse l'Allemagne, et grâce à l'héroïsme d'un certain nombre d'Alsaciens et de Lorrains, qui le paieront d'ailleurs de leur vie, il parvient en France. Le maréchal Juin écrira plus tard, à propos de cette évasion, le 17 avril 1942, le général Giraud s'évadait de la forteresse de Königstein. Cette évasion fut un véritable fait d'armes
militaire. Fait d'armes, dit Juin, et en parlant de l'évasion de Giraud, je dois dire que cette qualification tient toute sa valeur qu'elle a pour auteur le vainqueur du Garigliano, grand guerrier, s'il en fut. Et l'évasion de Giraud fut au-delà d'un exploit personnel, une œuvre collective. C'est une centaine de personnes qui ont concouru à cette entreprise, chiffre énorme compte tenu des risques alors encourus en ces temps de terreur. Et à ce titre, en tant qu'activité résistante, la première qui sur le long terme ait mobilisé tant de gens dans le secret le plus absolu, tant de dévouement, l'évasion du général Giraud témoigne de la vitalité du patriotisme français, toutes opinions confondues. Au plan politique, cette évasion de Giraud est venue littéralement casser la politique de collaboration que mettait en place Laval avec l'Allemagne. Elle est venue surtout conforter avec panache la flamme de la résistance française. L'évasion de celui dont Winston Churchill, dans un discours célèbre aux communes, dit « Tant qu'il y aura des hommes comme le général Giraud, ce vaillant guerrier que nulle prison ne peut retenir, tant qu'il existe des hommes qui résistent au nom et pour la cause de la France, ma confiance dans l'avenir de la France demeure inébranlable. » Eh bien, cette évasion, Hitler va la prendre le 20 avril 1942, le jour même de son anniversaire, parce que pendant 3 jours, on a essayé de lui cacher la nouvelle. Jusqu'ici, tout avait réussi au Führer. À partir de ce moment-là, nous sommes en avril 1942. Les vents vont commencer à lui être contraires. Et peut-être que les historiens de l'avenir, quand ils se pencheront sur cette période avec objectivité, verront peut-être dans ce camouflet que lui aura infligé en plein cœur du Reich cet officier militaire français, général français, comme le signe annonciateur du tournant de la guerre. Quand il l'apprend, Hitler rentre dans une colère noire. « Pourquoi avez-vous laissé courir Giraud ?» dit-il à son entourage. « Ne savez-vous pas que cet homme vaut 30 divisions ?» Parce qu'Hitler connaît très bien la réputation de Giraud. Il s'était déjà opposé personnellement à la libération de Giraud de la forteresse de Königstein qu'avait demandé le maréchal Pétain en mai 1941, qui voulait remplacer alors le général Noguès au Maroc par le général Giraud. Et si Hitler s'était opposé à la libération de Giraud, ce n'était pas simplement dû à la valeur militaire de cet officier, évidemment les services de l'Abwehr, dont il lui parlait régulièrement. Non, l'opposition de Hitler tenait à sa prise de conscience. Dès mai 1941, quand Pétain lui demandait de libérer Giraud, que l'armistice, ayant privé l'Allemagne de la mainmise sur la Méditerranée, l'ancrage africain de ce général français, Giraud, représentait un potentiel militaire et un réel danger. Et d'ailleurs, le 30 avril 1942, 13 jours après l'évasion de Giraud, alors que Hitler reçoit Mussolini, il reprend sa diatribe contre Giraud. Voici ce qu'il dit à Mussolini. « On doit s'attendre à voir l'Afrique du Nord française nous tomber dessus. L'évasion du général Giraud accroîtra ce danger où il réussirait à gagner l'Afrique. » Comme l'ont montré les archives de Nuremberg et le journal du triste sire Goebbels, Hitler a ordonné de tout faire pour récupérer Giraud, mettant notamment sa tête à prix pour une somme considérable. Puis quand il a vu qu'il n'arrivait pas à remettre la main sur Giraud, Hitler a donné l'ordre personnellement d'abattre le général Giraud, parce qu'Hitler a très vite compris que Giraud faisait courir à l'Allemagne les plus grands dangers. En effet, il avait raison, parce que dès son arrivée, Giraud prend le commandement de l'armée clandestine et il met sur pied avec les Américains un plan pour la reprise des hostilités. Mais alors que l'évasion de Giraud suscite en France, et notamment au sein bien sûr des mouvements de résistance, un réel espoir, parce qu'il se dit que si Giraud s'est évadé, alors tout redevient possible, et que c'est la même chose qui se dit d'ailleurs aussi dans les camps de prisonniers. Il n'en est pas de même, évidemment, du gouvernement de Vichy, que cette évasion gêne considérablement. Et Giraud subit alors des pressions de toutes sortes, morales, physiques, psychologiques, pour qu'il accepte, entendez-moi bien, de se reconstituer prisonnier.
parce qu'on lui fait valoir que depuis son évasion, les conditions de captivité des autres prisonniers français ont été durcies. Mais Giraud tient bon, il refuse, alors il est traqué. Il est traqué par les Gestapo françaises et allemandes. Il doit passer d'un refuge à l'autre, parfois en catastrophe, avec sa famille d'ailleurs, qui finira par le payer cher, comme on ne le sait pas assez. Craignant justement pour cette famille, Giraud finit par signer une lettre au maréchal Pétain l'assurant qu'il ne tentera rien qui puisse le gêner. C'était pour Giraud le prix d'une très relative sécurité pour sa famille. Et d'ailleurs, Giraud fait preuve de duplicité, puisque dans le même temps où il écrit cette lettre, il prend le commandement de l'armée clandestine et il entame des pourparlers avec les Américains pour la reprise des hostilités. Pourquoi le général Giraud ne rejoint-il pas la France libre à Londres? Mais pour une raison très simple, c'est que dès qu'il apprend l'évasion de Giraud, le président Roosevelt rentre immédiatement en contact avec lui, afin de relancer concrètement la France dans la guerre. Or, Giraud comprend tout de suite qu'avec cette perspective nouvelle de l'engagement américain, notamment sur le théâtre européen, mais la guerre change véritablement, complètement de dimension. Giraud comprend immédiatement que l'avenir, c'est l'Amérique. Il n'est pas le seul. Jean-Pierre Chevènement, dans un livre qu'il a écrit bien plus tard, qui s'intitule « La France est-elle finie ?», explique que c'est d'ailleurs pour cette raison-là que le futur président Mitterrand a immédiatement rejoint la résistance giraudiste. Parce que Giraud a dans son jeu 4 atouts fondamentaux. Le premier, c'est l'armée clandestine, au sein de l'armée d'armistice, qui représente quand même 100 000 hommes. Certes, ils sont l'arme au pied, mais ils ont la volonté de prendre leur revanche. Deuxièmement, il a l'armée d'Afrique. L'armée d'Afrique qui représente plus de 200 000 hommes. Cette armée que l'on doit au général Weygand et qui est stationnée donc en Afrique du Nord. Giraud a également la flotte, il a également les services spéciaux qui sont les services secrets de l'armée. Et on comprend donc que Giraud donne immédiatement suite à la proposition du président Roosevelt, qui est la seule dans son esprit susceptible d'atteindre au but qu'il s'est fixé et qui figure sur cette affiche que je vous ai amenée et dont des centaines de ce genre ornaient les murs d'Alger quand Giraud y était le commandant en chef civil et militaire. Un seul but, la victoire, qui aura toujours été le but de Giraud. Et Giraud pense que seuls les Américains peuvent nous y aider. Mais dans ces discussions avec les Américains, Giraud ne se laisse pas abuser. Il est bien décidé à défendre pied à pied la position, la souveraineté française. Les accords entre Giraud et Murphy, qui est le représentant personnel du président Roosevelt, sont datés du 2 novembre 1942. Je vous en donne simplement 2 extraits les plus significatifs. Mon général, lui écrit Murphy, me référant aux déclarations faites à plusieurs reprises par le président Roosevelt et aux engagements déjà contractés par le gouvernement américain, je suis en mesure de vous assurer que la restauration de la France en sa pleine indépendance, dans toute sa grandeur et toute l'étendue qu'elle possédait avant la guerre, aussi bien en Europe qu'outre-mer, est un des buts de guerre des Nations Unies. La souveraineté française devra être rétablie aussitôt que possible sur tous les territoires métropolitains et coloniaux sur lesquels flottait en 1939 le drapeau français. Le gouvernement des États-Unis considère la nation française comme une alliée et elle la traitera comme telle. Le 3 novembre 1942, ayant appris l'imminence du débarquement américain en Afrique du Nord, Giraud écrit une lettre au maréchal Pétain dans laquelle il dit en autres « Maréchal, aujourd'hui j'estime l'heure trop grave pour rester spectateur. Je crois qu'il se présente pour notre patrie une chance inespérée de sortir de la guerre avec honneur. Je n'ambitionne rien que de voir la résurrection de notre patrie. J'y consacre les biens et les forces qui me restent. » Lettre qui rend d'ailleurs caduque celle qu'il avait acceptée à seule fin de garantir la sécurité de ses proches, de signer quelques mois auparavant. Eisenhower écrit pour sa part, Eisenhower qui sera le grand commandant de toute cette opération du débarquement et ensuite commandant en chef de toutes les forces alliées, écrit pour sa part au général Giraud le 4 novembre 1942, donc quelques jours avant le débarquement, une très longue lettre. J'en ai choisi quelques extraits. Mon général, mon premier souci est d'éviter qu'un conflit général
n'ait lieu entre les forces américaines et l'armée française en Afrique du Nord. En raison de votre brillante renommée et considérant la profonde estime dont vous jouissez personnellement parmi les nations alliées et dans l'Empire français, je suis persuadé que rien ne saurait assurer aussi complètement la coopération entre l'Afrique française du Nord et les forces alliées que votre arrivée dans cette région. Je tiens à vous assurer à nouveau, au nom du président des États-Unis, que le seul but de guerre des Américains débarquant dans ce territoire est de libérer la nation française du joug de l'Axe et d'inaugurer la restauration de votre patrie à sa position de grande puissance. Fort de ces engagements, Giraud entreprend donc sa troisième évasion, cette fois-ci à partir d'une petite plage située dans le sud de la France, la plage de la Fossette sur la commune du Lavandou. Malheureusement, le mauvais temps se met de la partie et la petite barque de pêcheurs qui doit venir chercher le général Giraud est retardée à 2 reprises, puis enfin, après 2 jours pendant, à cause d'une mauvaise tempête, cette petite barque de pêcheurs embarque le général Giraud qui part avec 3 camarades. Il part avec son fils, qui a alors 18 ans, il part avec son aide de camp, et il part avec le capitaine Beaufre, qui sera le futur général Beaufre, et sans doute le plus grand expert stratégique que nous aurons après la guerre, mais qui sera très utile pour Giraud, parce que Beaufre parlait couramment l'anglais. Giraud, lui, ne parlait que couramment que l'allemand. Giraud part donc dans cette petite barcasse de pêcheurs, à 2 nautiques au large, il y a un sous-marin qui vient le récupérer, puis ensuite un hydravion qui vient le récupérer. Les marins qui sont dans cette salle imaginent que par gros temps, tout ceci est quand même assez acrobatique, passer d'une petite barcasse de pêcheurs à un sous-marin, puis ensuite à un hydravion. Mais malheureusement, du fait de ces difficultés d'acheminement, qui ne sont évidemment pas de son fait, Giraud n'arrive à Alger que le 9 novembre 1942, alors que le débarquement qui s'est fait en son nom a été réalisé, a commencé la veille. Et la situation que trouve le général Giraud en arrivant en Algérie est très confuse, et Giraud est confronté à son arrivée tout de suite à 2 énormes difficultés. La première, à vrai dire, il s'y attendait, c'était le maréchalisme très profond à la fois de toute la population, qu'elle soit musulmane ou européenne, mais également de l'armée d'Afrique, qui était là, qui était d'ailleurs reconnaissant au maréchal Pétain de leur avoir épargné les horreurs de la guerre et d'avoir finalement conservé l'Empire à la France. Et ça, Giraud savait que c'était une vraie difficulté, effectivement, parce qu'il fallait quand même les prévenir de ce débarquement. Il aurait fallu que les Américains lui laissent du temps, mais Giraud savait que ça, il savait qu'il suffisait simplement d'un geste de sa part pour retourner à la fois cette population et cette armée. Mais la deuxième difficulté à laquelle Giraud se heurte, celle-ci, elle n'était absolument pas prévue. C'était la présence à Alger de l'amiral Darlan. L'amiral Darlan, c'était l'ancien dauphin du maréchal Pétain, et il est là au chevet de son fils qui est très malade et qui est hospitalisé à l'hôpital d'Alger. Et le 8 novembre 1942, quand les Américains débarquent, souvent quand les Américains débarquent, ils sont sûrs qu'ils vont être accueillis en bienfaiteurs. Mais non, là ils sont accueillis par des gens qui leur tirent dessus. Mon père est alors capitaine, il commande un escadron, il tire sur les Américains qui arrivent parce qu'ils viennent en envahisseurs, alors que son père va arriver dans un avion américain le lendemain pour vous montrer l'imbroglio de toute cette situation. Mais les Américains, voyant les Français qui leur tirent dessus, cherchent désespérément quelqu'un pour faire cesser les combats, apprennent que Darlan est là, et bien sûr utilisent Darlan. Et quand Giraud arrive, le lendemain, donc, pour un débarquement qui a été fait en son nom, en gros, c'est un autre qui est là, qui a déjà pris la place et qui tire les marrons du feu. Alors, Giraud certainement s'est interrogé. 2 solutions s'offrent à lui. Soit il fait un coup de force, et ce que je vous ai décrit de la personnalité de mon grand-père, le général Giraud, peut peut-être vous laisser penser que ça lui a au moins traversé l'esprit, cette idée de faire un coup de force. Mais il sait que s'il fait ça, il déclenche immédiatement, en Afrique du Nord, une guerre civile. Soit, donc, il compose, au risque de paraître faible. Eh bien, c'est cette deuxième solution que Giraud choisit, parce que pour lui, il y a une urgence. L'urgence, c'est la situation dramatique en Tunisie, où il faut faire face à la foudroyante réaction du maréchal Kesserling au débarquement allié. Voyez-vous, dans la réalité, les choses ne se déroulent finalement jamais
comme prévu. Même quand il y a les plans les plus élaborés, les plus sophistiqués, il y a toujours un grain de sable qui vient s'immiscer et qui vient éviter de faire bien tourner cette machine. Et quand Giraud arrive, donc, ce n'est pas du tout la situation qu'il escomptait. Mais pour lui, la France est en guerre, les familles souffrent et meurent, et il n'y a pas de place pour les susceptibilités personnelles. Et donc, avec l'aide du futur maréchal Juin, qui se met immédiatement sous sa bannière, Giraud va se lancer littéralement dans la bagarre contre les Allemands en Tunisie. Et son œuvre historique, qui a été commencée avec son appel de Königstein, son évasion spectaculaire de cette forteresse, tous ses contacts pris avec les Américains, va prendre alors cette œuvre vraiment un tour exceptionnel. Elle va se dérouler du 14 novembre 1942 au 8 avril 1944 à un rythme effréné, puisqu'en 15 mois, Giraud va faire la libération de la Tunisie, la création du Comité français de libération nationale avec le général de Gaulle qui l'invitera à venir le rejoindre à Alger, ce CFLN qui sera le véritable gouvernement de la France en guerre. Troisième action, Giraud va libérer la Corse. Quatrième action, il va lancer le corps expéditionnaire français en Tunisie. Cinquième action, il va réarmer toute cette armée française. Et sixième, enfin, il va réunir toutes les forces françaises combattantes. Je voudrais vous dire un mot de chacune de ces actions. La libération de la Tunisie, d'abord. Le 19 novembre 1942, Giraud décide donc de répondre à l'ultimatum que lui adresse Kesserny. Et Giraud lance dans la bataille de Tunisie 80 000 soldats français. Un correspondant de guerre les décrit ainsi. Habillés de loques, armés d'antiques tromblons et de quelques 75, dépourvus de tout transport, leur vaillance était stupéfiante, car ils n'avaient aucune chance devant l'équipement moderne des Allemands. Mon père faisait partie de ces officiers, il était alors capitaine, qui sont partis en Tunisie. Il m'a toujours raconté qu'il avait un Colt comme arme à la ceinture. Et je ne suis même pas sûr que son chargeur ait été plein. Et pourtant, ces soldats vont faire preuve d'un héroïsme quotidien durant 5 longs mois. Ils vont affronter les chars de Rommel. Et le bilan sera terrible. 10 000 morts, tués, disparus, un combattant sur 8. Mais le résultat sera aussi spectaculaire. Et le 20 mai 1943, à côté du général Eisenhower, avec lequel, malgré la disproportion des forces, le général Giraud a conduit la bataille en alter ego. Giraud peut présider à Tunis le défilé de la victoire, qui se solde par 250 000 prisonniers et la prise d'un matériel énorme. La bataille de Tunisie, dont on ne parle jamais, c'est le Stalingrad de l'Ouest. Le président américain adresse au général Giraud ce message. Mon général, j'exprime l'admiration du peuple de l'Amérique en saluant la brillante contribution des forces françaises sous votre commandement qui vient d'aboutir hier à la délivrance de Tunis et de Bizerte. Les soldats de France ont montré qu'ils n'attendaient que l'occasion de bondir à nouveau contre les oppresseurs nazis. Ce précédent, si victorieusement réalisé, marque l'aube du jour où les Nations Unies, travaillant ensemble, rendront la France à son peuple. Giraud répond très sobrement au président américain. Monsieur le Président, je suis certain que lorsqu'elles auront reçu tout l'armement qui leur est nécessaire, les troupes françaises étonneront encore le monde dans les batailles qui aboutiront à la délivrance de notre patrie. La résistance intérieure française comprend parfaitement l'importance de cette victoire de Tunisie. Et le 27 mai, soit 7 jours après ce fameux défilé de la victoire à Tunis, à l'occasion de sa première réunion, le Conseil national de la résistance, le CNR, sous la présidence de Jean Moulin, adresse, je le cite, son salut au général Giraud, qui a préparé et assuré avec les Alliés la victoire en Afrique du Nord, et souhaite ardemment qu'il prenne le commandement de l'armée française ressuscitée. Mais ce double hommage, à la fois celui du président américain et des résistants de l'intérieur, le général Giraud l'accueille d'un front serein. Parce que ce guerrier sait que d'expérience,
il y a dans la vie une loi, triste loi parfois, une loi des compensations. Cette loi peut être dérisoire, c'est le cas, en effet, lorsque lui, le héros de la Grande Guerre, qui a déjà été blessé 2 fois, laissé pour mort sur champ de bataille, évadé 3 fois, et déchu de sa nationalité française par un décret de Vichy le 28 novembre 1942, sans compter la confiscation de tous ses biens. Vous voyez que la déchéance de nationalité était également à l'époque un sujet, mais ce n'était pas les terroristes qui la risquaient, c'était un général d'armée en l'occurrence. Mais cette même loi des compensations va s'avérer non plus dérisoire cette fois-ci, mais tragique pour le général Giraud. 15 membres de sa famille, dont sa femme, 3 de ses filles, 7 de ses petits-enfants vont être déportés et sa fille aînée va mourir en Allemagne. Deuxième action majeure, la création du Comité français de libération nationale, le CFLN, véritable gouvernement de la France. Le 15 mai 1943, une semaine au lendemain de la victoire de Tunisie, que j'évoquais il y a un instant, le général Giraud invite à le rejoindre à Alger. Le général de Gaulle, qui est alors à Londres, en terre étrangère. Il l'invite pour réaliser l'union de tous les Français combattants et pour libérer au plus vite notre pays. 15 jours plus tard, le général Giraud vient accueillir sur l'aérodrome de Boufarik le général de Gaulle, qu'il n'a pas vu depuis qu'il était sous ses ordres à Metz en tant que colonel. Lui était alors général de corps d'armée. Et 3 jours après, le 3 juin 1943, ces 2 hommes, ces 2 généraux, créent le Comité français de libération nationale, le CFLN, qui va être, je vais vous le dire, le véritable gouvernement de la France en guerre. Et ces 2 généraux en assument la coprésidence, avec d'ailleurs un partage des tâches assez naturel et qui correspond à leur qualité première, Giraud s'occupant essentiellement des problèmes militaires et de Gaulle des affaires politiques. Troisième action majeure, la libération de la Corse. Dès le mois de novembre 1942, Giraud comprend l'importance de libérer la Corse dans la perspective de la libération de l'Europe. La Corse est occupée. Elle est occupée depuis le 11 novembre 1942 par 80 000 soldats italiens et 10 000 soldats de la Wehrmacht qui sont appuyés par une brigade blindée d'une centaine de chars. Giraud confie donc à un capitaine de gendarmerie, Paul Colonna Distrit, qui prend le nom de code Cesare. Il lui confie l'action de coordonner tous les groupes de résistance en Corse et il leur fait dire qu'il leur enverra des armements pour organiser la résistance en Corse. L'occupation est alors massive. Vous avez 80 000 hommes pour 250 000 habitants. Chaque village, ou presque, a sa garnison ennemie. Et les réseaux de résistance sont rapidement laminés. Mais grâce aux livraisons d'armes organisées par Giraud, il y aura 64 parachutages. Il y aura 9 missions de sous-marins. Le fameux Casabianca, commandé par le non moins fameux commandant L'Herminier. Grâce à toutes ces livraisons d'armes, Cesari, l'envoyé de Giraud en Corse, trouve un arrangement avec les groupements de résistance corse et notamment avec le Front National qui est gouverné par Giovanni. Giraud promet son aide à tous ces résistants corses, mais il leur dit qu'il faut assurer la coordination entre leur action de résistance et les forces qu'il va leur envoyer. Bref, Giraud demande aux Corses d'être un peu patients, mais chacun sait qu'ils ont beaucoup de qualités, mais que la patience n'est pas la vertu première des Corses. Et dès le 8 septembre, Cesari envoie à Giraud le message suivant. Ajaccio s'est soulevé, les insurgés en sont maîtres, les Italiens ne résistent pas, on se bat à Bastia, la Corse demande l'aide de l'armée. Giraud apprend peu après que les 35 000 hommes d'une Panzer-Division qui se trouve en Sardaigne ont franchi le détroit et font route vers Sartène et Ajaccio et vont bien sûr écraser cette petite résistance corse. Giraud sent immédiatement le danger mortel qui guette cette résistance corse et il lance immédiatement l'opération de libération de la Corse qu'il baptise Opération Vésuve. Mais il doit le faire sans l'aide des Américains et des Alliés, qui lui refusent le moindre équipement,
qui lui refuse le moindre bateau parce qu'il trouve que l'opération est beaucoup trop risquée. Mais il doit le faire aussi contre l'avis de l'autre coprésident, le général de Gaulle, qui trouve aussi que cette opération est une opération beaucoup trop aventureuse. Au sein du Comité français de libération nationale, les discussions sont extrêmement vives. Giraud y est accusé des pires choses. C'est de la folie, lui dit-on. Ce sera un bain de sang dont vous porterez la responsabilité devant l'histoire. Mais Giraud n'en dément pas. Il adresse aux Corses le message suivant. Corse, l'heure que vous avez tant attendue est arrivée. Les premières troupes françaises vont débarquer dans votre île. Accrochez-vous farouchement au sol sacré de la patrie. C'est à vous qu'il appartient de livrer le premier combat et de remporter la première victoire. Montrez au monde ce que peuvent des armes viriles. L'armée vous apporte ce qui vous manque. Aidez-la de toutes vos forces, de toute votre foi. Vive la Corse pour que vive la France. Et dès le 11 septembre, Giraud envoie en Corse à bord du Casabianca du commandant L'Herminier 109 hommes du bataillon de choc sous les ordres du commandant Garbiès. Puis il donne l'ordre à la marine française qui va réussir ce tour de force exceptionnel de transporter en quelques jours à bord des contre-torpilleurs fantasques, terribles, du Montcalm, de la Jeanne d'Arc, un corps expéditionnaire de 15 000 hommes que Giraud met sous les ordres du général Henri Martin. Le 20 septembre, agacé par toutes les discussions qu'il y a au sein du Comité français de libération nationale où il est traité d'être un aventureux, Giraud décide de partir en avion au ras des flots. Il longe la côte Sable à bord de son Glenmartin. Il se pose en Corse. Il est le 21 à Ajaccio et à Corté. La population lui fait un triomphe. Le 22, il est à Sartène et Lévis, où il reçoit le même accueil, partout. Et après de durs combats, notamment sur le col de Téguine, qui sera enlevé de haute lutte par les tabords marocains du lieutenant-colonel Boyer de la Tour. Le 4 octobre 1943, Bastia est libérée et la Corse est libérée. La Corse est donc libérée en 3 semaines, sans le bain de sang prédit. Et le plus magnifique porte-avions à proximité des côtes de Provence se trouve donc désormais à disposition des Alliés qui vont y construire 17 terrains d'aviation qui seront très utiles pour la libération de l'Europe. La Corse, c'est ainsi le premier département français libéré. Libéré uniquement par des Français, qu'il s'agisse des résistants de l'intérieur ou des forces de l'armée d'Afrique envoyées par Giraud. Et c'est à Giraud qu'on le doit. Pour la petite histoire, sachez que, évidemment, après la libération de la Corse, la place centrale d'Ajaccio s'est évidemment appelée place Général Giraud, avant d'être débaptisée quelques mois plus tard. Au résultat, donc, tous les généraux de quelque importance, qui ont joué un rôle pendant le deuxième conflit mondial, mais même ceux qui n'ont jamais mis leurs pieds en Corse, ont donné leur nom à une rue ou à une place dans la capitale corse. Tous, sauf un, le libérateur de la Corse. Quatrième action majeure, la campagne d'Italie. Le 21 novembre 1943, Giraud lance en Italie le corps expéditionnaire français commandé par le futur maréchal Juin. Il fait adopter son plan de la marche sur Rome que les généraux britanniques et américains n'osaient pas concevoir avec autant d'audace, faisant preuve de ses qualités de stratège hors pair. Le général Beaufre, dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est alors capitaine et qui suit Giraud, écrit « Giraud juge en opérationnel avec un coup d'œil et une audace remarquable. Son jugement militaire est sans défaut. » Cinquième action majeure, qui est la reconstruction d'une armée moderne. Dès qu'il arrive en Afrique du Nord, Giraud sait bien qu'il y a besoin d'une armée et de réarmer cette armée pour pouvoir prendre notre revanche contre les Allemands. Alors il envoie une mission en Amérique pour y traiter du réarmement de l'armée française. Et quelques jours après, en janvier 1943, se tient une conférence à Anfa. Je dirais la fameuse conférence d'Anfa, parce que peut-être certains d'entre vous ont à l'image cette photo où on voit les deux généraux français, le général Giraud et le général de Gaulle, qui se serrent la main avec en arrière-plan le président Roosevelt et Winston Churchill. Mais ceci, c'était pour la galerie. Ceci, c'était pour les photos. Parce qu'Anfa s'est joué une partie autrement décisive. Anfa, c'est la première conférence interalliée à laquelle un Français participe. Et ce Français, c'est Giraud. Et il y participe pour rien moins que le réarmement de l'armée française. Et d'entrée de jeu, les négociations
s'annonce dure. Et je sais de quoi je parle et je ne suis pas le seul dans cette salle à savoir de quoi je parle quand on parle de négociations avec les Américains. J'ai eu l'opportunité au cours de ma vie de faire quelques négociations avec les Américains. Croyez-moi, c'est jamais simple, sous les dehors d'une très grande décontraction. Ce sont de farouches négociateurs. Mais Giraud expose son plan. Il expose son plan devant le Combined Chief of Staff. Il a en face de lui le Conseil impérial, c'est-à-dire ce sont les plus hauts responsables des armées de terre, des armées de l'air, des marines alliées. C'est le cercle des vrais décideurs. Ce sont tous ceux qui conduisent cette guerre mondiale. Giraud fait le bilan de la situation militaire. L'armée française, dit-il, est rentrée dans la guerre. Elle n'a pas seulement la volonté de se battre, elle a l'expérience, elle a la connaissance du combat. Et Giraud veut constituer un corps de 300 000 hommes, soit 12 divisions. Mais vous savez, convaincre de tels interlocuteurs, ça relève de l'exploit, parce que la France arrive en énième urgence parmi les pays qui ont besoin d'un réarmement. Croyez-vous que le maréchal MacArthur sera content quand il apprendra que quelques-uns des équipements qu'il attendait avec impatience pour lui aussi prendre sa revanche après la déculottée qu'il a pris devant les Japonais, est-ce que vous croyez qu'il sera content quand il apprendra que certains de ces matériels reviendront à l'armée française? Mais voyez-vous, dans son argumentation, Giraud dispose d'un formidable atout. Cet atout, c'est la réputation guerrière des troupes françaises, acquises par leurs exploits quotidiens et leurs sacrifices en Tunisie, parce que les Américains, quand ils ont vu à côté d'eux ces officiers, ces soldats, ces sous-officiers français qui n'étaient pas armés et qui luttaient contre les chars de Rommel, croyez-moi, ça leur a, comme on dit un peu vulgairement, bouché un coin. D'après les archives américaines, la séance du Combined Chief of Staff, qui devait permettre à Giraud d'arracher le morceau, a laissé poindre un vrai moment d'émotion. Quand le président de ce Combined Chief of Staff dit en conclusion combien il se sent honoré par la présence du général Giraud, dont il sait ce qu'il a souffert pour son pays et son grand bonheur de le voir de retour pour conduire la France à la victoire. Alors Giraud va lui répondre ceci. Ce sont dans les minutes de ce Combined Chief of Staff que j'ai retrouvé tout cela. En septembre 1940, dit Giraud, alors prisonnier des Allemands, les autorités allemandes m'ont demandé de signer un papier promettant de ne pas m'évader. J'ai refusé. Elles m'ont alors demandé si j'envisageais de m'évader comme je l'avais fait en 1914. Je leur ai répondu, ne vous souciez pas de ce à quoi je pense. Vous êtes mes geôliers. Je suis votre prisonnier. Il est de votre devoir de me garder comme il est du mien de m'évader. Nous verrons bien qui remplira le mieux son devoir. Et bien, poursuit Giraud, messieurs, cela m'a pris 2 ans pour m'évader, mais maintenant, je suis à nouveau parmi vous. Fait unique dans les annales de ce Combined Chief of Staff, tous ses membres se sont alors levés et ont applaudi l'intervenant, mais il fallait encore arracher la décision de celui qui avait la décision, c'est-à-dire le président Roosevelt. Là encore, Giraud sait convaincre le président. C'est un succès complet, écrit le général Beaufre. Le plan comporte 3 divisions blindées, 8 divisions motorisées, 500 chasseurs, 300 bombardiers, 200 avions de transport, et Beaufre poursuit. Giraud obtient là ce que personne d'autre que lui n'aurait pu obtenir. Et d'ailleurs, les accords entre le général Giraud et le président américain Roosevelt sont signés le 24 janvier 1943. Il y est dit que le président des États-Unis et le général Giraud se sont mis d'accord afin que les forces françaises reçoivent en priorité l'équipement qui leur est indispensable et que celui-ci soit constitué de matériel le plus moderne. Le protocole d'Anfa est signé de la main même du président Roosevelt. Précise 2 choses. Que les accords Giraud-Murphy, dont je vous ai parlé précédemment, sont toujours en vigueur et conservent toute leur validité pour l'avenir. Deuxième chose, que le peuple français, nous sommes en janvier 1943, étant pour l'heure dans l'impossibilité de désigner librement un gouvernement de son choix, le commandant en chef siégeant à Alger, le général Giraud, est chargé de préserver sur tous les plans les intérêts français jusqu'au jour où, en toute liberté, la nation et le peuple français pourront désigner leur gouvernement. Alors évidemment, cette reconnaissance du général Giraud comme gérant
de tous les intérêts français n'a évidemment pas plu au général de Gaulle alors à Londres, qui pensait que c'était à lui que devait revenir cette reconnaissance, et le général de Gaulle a alors demandé à Winston Churchill d'intervenir pour essayer vraiment de restreindre les pouvoirs qui venaient d'être conférés à Giraud, ce qui fut fait. Ce qui fut fait par un texte profondément équivoque, d'ailleurs dans la plus pure tradition diplomatique britannique, mais que Giraud a accepté de signer pour faciliter le rapprochement avec le général de Gaulle, mais je dois dire que par la suite, ceci a été à l'origine de bien des divisions franco-françaises, mais Giraud avait obtenu ce qui lui semblait essentiel pour lui, à savoir le réarmement de l'armée française. Armée qui va bientôt compter 686 000 hommes, dont 233 000 musulmans. L'effort demandé à la population musulmane est énorme, mais une mobilisation sans précédent est également décrétée parmi les Européens d'Afrique du Nord, ces fameux pieds noirs. 20 classes d'âge sont appelées. Sur le million de Français de souche européenne, un peu plus de 175 000 sont ainsi mobilisés. Pour vous donner un ordre d'idée de cette mobilisation qu'organise Giraud, la grande mobilisation pour le premier conflit mondial en France, rapportée à toute la population, était de 12,5%. La mobilisation que Giraud ordonne en Afrique du Nord, elle est de 16,4%. Et il est donc bon de se souvenir que c'était au sein de cette communauté de pieds noirs qu'ont été proportionnellement recensées les pertes les plus élevées pendant toute la campagne de libération de la France, ce qui rend d'ailleurs injuste l'oubli dans lequel ils sont en général tenus. Parce que pendant toutes ces années de guerre, Giraud n'a qu'une seule idée, c'est que l'armée est une certitude. L'armée est le seul atout de la France. Et c'est donc cette armée qui conditionnera la position future de la France. Alors je sais, on a beaucoup reproché au général Giraud d'être un piètre politique, de ne pas savoir en faire, et puis en général les qualificatifs sont un peu moins aimables que cela. Mais moi je pose une question toute simple. Y a-t-il, pour un responsable, placé comme l'était le général Giraud, où il était, à la tête, au sommet, y a-t-il un acte plus important dans le fond que de redonner à votre pays, à votre armée, qui a été battue, malheureusement, à votre pays, qui a été humilié, de lui redonner les vraies possibilités de prendre sa revanche, de permettre à cette armée française de prendre sa revanche, les armes à la main. Est-ce que, aujourd'hui, nous n'attendons pas nous-mêmes des plus hautes autorités de notre pays, finalement, qu'elles sachent assurer notre protection et notre sécurité? Eh bien, c'est exactement ce que le général Giraud a fait en assurant le réarmement de toute l'armée française et en lui permettant de pouvoir participer à la victoire finale. Et d'ailleurs, plusieurs historiens maintenant commencent quand même à en prendre conscience. Le réarmement se fait sous l'impulsion du général Giraud, qui a joué un rôle essentiel dans ce domaine, écrivait déjà le professeur Maurice Weiss dans un ouvrage Diplomatie et outils militaires, et il poursuivait d'ailleurs, les Américains sont décidés à satisfaire le général Giraud, qu'ils considèrent comme le seul représentant des intérêts de la France, et pourtant, les exigences de celui-ci sont grandes, il veut obtenir le maximum de moyens des Américains, tout en conservant à l'armée française une autonomie d'action. Et d'ailleurs, dans son histoire de l'armée française de 1914, à nos jours, le professeur Philippe Masson est encore plus catégorique, il écrit « On ne peut oublier que c'est à Giraud seul que l'on doit la renaissance d'une armée française. » Et donc, sans Giraud, c'est pas moi qui dis, il n'y a pas d'armée française constituée. Il y a un corps de volontaires français qui sert de force d'appoint aux forces alliées. Mais alors il n'y a pas de participation en ordre de toute une armée française à la libération de notre territoire. Et il n'y a certainement pas de participation française à la signature de l'armistice à Berlin. Je pense qu'il est donc temps de reconnaître ses mérites à celui qui fut comme Carnot, un siècle et demi plus tôt, l'organisateur de la victoire. Je pense même, et je ne suis pas le seul à le penser, que l'attribution à la France d'un siège de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui nous a été donné après la guerre, et qui a redonné à notre pays
son vrai rang de grande puissance. Eh bien, je pense que cette décision, qui évidemment n'a pas été prise pour nous faire plaisir, faut vous en douter bien, eh bien que cette décision doit beaucoup au général Giraud. Parce qu'elle a été prise parce que les Américains et les Britanniques ont alors pris conscience, tardivement d'ailleurs, trop tardivement, de la montée à l'Est européen d'un danger militaire soviétique très dangereux pour l'Europe et qu'il était important de remettre l'armée française dans le jeu pour combattre aussi cette menace militaire. Et à qui la devait-on, cette armée française? À Giraud, intégralement. Dernière action de Giraud, la réunion de toutes les forces françaises combattantes. Je dirais simplement que c'est à cette union que Giraud a tout sacrifié, son sort personnel, comme vous le verrez, sa famille, et c'est sans doute celle qui devrait lui valoir, à mon avis, notre reconnaissance. Alors voyez-vous, mesdames, messieurs, la libération de la Tunisie, la création du Comité français de libération nationale avec le général de Gaulle, qui fut le véritable gouvernement de la France en guerre, la libération de la Corse, le lancement du corps expéditionnaire français en Italie, la résurrection, le réarmement de toute une armée française et la réunion de tous les Français combattants. Ne pensez-vous pas, quand même, que c'est une œuvre qu'il s'agit de saluer à sa juste mesure? D'autant que, dans le même temps où il accomplit cette œuvre admirable de conduite de la guerre, parce que la France est en guerre, il ne faut pas l'oublier, Giraud vit, comme je vous l'ai dit, une tragédie familiale. Sa famille déportée, sa fille aînée morte en déportation pour la seule raison qu'elle était sa fille, et qu'il doit en plus gérer quotidiennement. Et croyez-moi, ce n'est pas faire œuvre polémique que de le rappeler, et je fais preuve, même si j'y mets de la passion, de retenue dans ce que je vais vous dire, qu'il doit gérer quotidiennement l'offensive politique du général de Gaulle contre lui, qui malheureusement, bien vite, s'est dressé en rival, la politique, malheureusement, reprenant ses droits avec son cortège de chausses-trappes, de coups bas et de trahison, avec bien sûr comme conséquence l'élimination du général Giraud, que je vais très rapidement vous décrire. Le 3 juin 1943, je vous ai dit, Giraud et de Gaulle créent ensemble le Comité français de libération nationale. Eh bien, le 9 novembre de la même année, 5 mois après, le général Giraud est exclu de ce Comité français de libération nationale pour une raison simple. Le général de Gaulle veut régner seul au sein de ce comité. Jean-Pierre Bloch, qui participa aux côtés du général de Gaulle à cette éviction du général Giraud, pris sans doute par le remords, ça arrive de temps en temps, écrira bien des années plus tard, dans un livre qui s'intitule « Le temps des méprises », je vais vous citer Pierre Bloch. Aujourd'hui, on demeure confondu et un peu honteux d'avoir participé indirectement à cette opération. Giraud fut placé devant le fait accompli. On l'éliminait par un tour de passe-passe, mais sans honte. On annonçait que cette situation était prévue par l'article 4 du décret du 2 octobre qu'on venait purement et simplement de violer. Nous nous sommes réjouis de cette victoire. Nous étions persuadés que la démocratie l'avait emporté sur le césarisme et que Giraud avait fait courir à la République les pires dangers. Méprise, mais il faut bien reconnaître que celle-ci fut de taille. Giraud se soumet au verdict politique parce qu'il reçoit dans le même temps le commandement de l'ensemble de toutes les forces, y compris les forces françaises libres du général de Gaulle, et cela seul compte sur lui parce que tous les Français, désormais, combattent côte à côte sous son commandement contre l'ennemi. Et il pense que compte tenu de ses victoires récentes, compte tenu de son passé glorieux, compte tenu du prestige immense qu'il a au sein de l'armée française, Giraud pense quand même que là, son poste de commandant en chef, personne ne va le lui contester. Mais il se trompe. En effet, le 8 avril 1944, 5 mois exactement après avoir été évincé politiquement
du Comité français de libération nationale, le général de Gaulle, qui est alors seul président de ce comité, décide, nous sommes en pleine guerre, de supprimer le poste de commandant en chef des forces armées françaises. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour éliminer le général Giraud. En réponse à un journaliste qui, le lendemain, lors d'une conférence de presse, s'étonne quand même, en temps de guerre, de la suppression du poste de commandant en chef des armées françaises, le général de Gaulle répond ceci: mais il y a déjà un commandant en chef. Il est américain et il s'appelle Eisenhower. Ça laisse un peu songeur quand on pense qu'une certaine propagande n'a eu de cesse de présenter le général Giraud comme l'homme des Américains. Mais vous pensez bien que ce n'était pas cela, évidemment, la vraie raison. Parce que sinon, dans la même logique, Winston Churchill aurait dû aussi se séparer de Montgomery. Mais évidemment, il s'en est bien gardé, les Anglais savent bien ce qu'ils font. Non, il y avait une autre raison. Cette autre raison du limogeage du général Giraud, c'était une différence stratégique de conduite de la guerre majeure entre ces deux généraux. Et l'actualité d'aujourd'hui nous montre bien, en particulier avec le conflit syrien, combien des différences d'approche stratégique peuvent conduire à des choix radicalement différents, à des options complètement différentes, qui ont d'ailleurs en général toujours la même conséquence, c'est de prolonger les conflits et de faire souffrir ceux qui en souffrent, c'est-à-dire les populations civiles. Quelle était cette différence fondamentale de stratégie entre les généraux Giraud et de Gaulle qui a valu l'éviction du général Giraud? Giraud était partisan de frapper l'ennemi dans les Balkans, ce fameux ventre mou de l'Europe, comme l'appelait Churchill, afin, disait Giraud, je le cite, de couper la route de Berlin à l'armée rouge. Cette stratégie, Giraud l'a exposée très clairement lors de la conférence d'Anfa, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en janvier 1943. Il a en face de lui le président Roosevelt, tous les grands chefs alliés. Je voudrais vous lire cette demi-page où Giraud s'exprime devant le président américain et les grands chefs en leur disant « Voilà ma stratégie, et voilà quelle doit être notre stratégie. Primo, libérer l'Afrique. Ensuite, occuper les 3 grandes îles, Sicile, Sardaigne, Corse. Puis débarquer sur la côte italienne, s'emparer de la vallée du Pô, préparer le débouché en Europe sur l'axe Udine-Vienne. D'un seul coup, dit Giraud, on atteint ainsi l'Allemagne en pleine vallée du Danube. On isole les Balkans à droite, la France à gauche, et on devance les Russes à Vienne. Vienne, clé de Berlin. Alors évidemment, cette stratégie danubienne de dit Giraud s'oppose frontalement à celle de Staline, qui lui vise, parce qu'il a toujours un coup d'avance et qu'il aura toujours, pendant tout ce conflit, un coup d'avance, Staline, qui vise à une domination soviétique sur toute l'Europe après la guerre, et dont il sait, Staline, que cette domination ne pourra être acquise que si ses troupes entrent le plus profondément possible en Europe, ce que justement veut éviter Giraud en leur évitant d'arriver les premiers à Berlin. Je vous ai donné la stratégie de Giraud. Quelle était la stratégie du général de Gaulle? Je la livre en une seule phrase. C'est une phrase prononcée par le général de Gaulle lui-même. Nous sommes en décembre 1942. Il a demandé audience à Ivan Maïski, qui est ambassadeur soviétique à Londres. Et voici ce qu'il lui dit. Je souhaite que les Russes entrent à Berlin avant les Américains. Cette phrase, je ne l'ai pas inventée, je l'ai trouvée dans les archives du Quai d'Orsay, et j'ai pu les retrouver, avec d'ailleurs force détail, dans les archives d'Ivan Maïski, qui décrit très précisément cet entretien. Alors évidemment, cette stratégie du général de Gaulle, qui souhaite que les Russes entrent les premiers à Berlin, est formidablement du goût de Staline, qui va donc faire tout simplement du forcing auprès de lui pendant plusieurs mois pour obtenir l'élimination de Giraud. Et d'ailleurs, le 10 août 1943, le général de Gaulle fait tenir un télégramme à Staline dans lequel il lui dit « Les Russes n'ont pas à craindre que j'établisse un compromis avec Giraud au prix d'une dégradation des rapports franco-soviétiques, car pour moi, l'amitié franco-soviétique est indéfectible et que je m'en tiendrai toujours à cette position. » D'où l'élimination
du général Giraud. Et également un acte qu'aujourd'hui encore j'ai beaucoup de difficultés à comprendre et même à admettre, qui est la dissolution du corps expéditionnaire français qui vient de se couvrir de gloire en Italie. Parce que le corps expéditionnaire français qui est en Italie, nous sommes au début de l'année 44, il vient de vaincre l'armée allemande, il vient de la bousculer avec les alliés, qu'il s'agisse des Américains ou des Britanniques, et tout cela, tous ces généraux, vous savez, il y a une dynamique de la victoire chez les généraux, et eux, ils sont totalement acquis à cette stratégie danubienne de Giraud. Ils savent très bien qu'à partir de l'Italie, on fonce et on arrive rapidement à Berlin. Eh bien, pour éviter ceci, Staline demande, exige, obtient le démantèlement du corps expéditionnaire français en Italie, qui vient de se couvrir de gloire sous les ordres du futur maréchal Juin. Juin est camarade de promotion du général de Gaulle, il est d'ailleurs premier de cette promotion. Il est furieux et il lui écrit la lettre suivante. Fait rare dans l'histoire, on aura vu une direction de guerre décider de sang-froid que la victoire ne serait pas exploitée et permettre que deux armées ennemies qu'elle tenait à sa merci s'échappent et se reconstituent. L'histoire jugera, poursuit Juin, et elle ne jugera pas sans ironie, en déplorant que le bon sens français n'ait pu se faire entendre au sein du comité interallié, mais c'est précisément pour que le bon sens français ne puisse se faire entendre où le général Giraud avait été limogé en pleine guerre et au moment crucial. Et donc, le 15 avril 1944, Giraud n'a plus aucune fonction. Il adresse aux armées françaises son dernier ordre du jour. Je voudrais vous le lire parce que je crois qu'il décrit bien le personnage. Officier, sous-officier et soldat des armées de terre, de mer et de l'air. La nouvelle organisation de la défense nationale supprime le poste de commandant en chef. Je n'ai plus l'honneur de vous commander effectivement dans la bataille. Ce n'est certes pas sans un serment de cœur après vous avoir fait rentrer dans la lutte le 9 novembre 1942, après avoir à votre tête libéré la Tunisie et la Corse, après avoir obtenu de l'Amérique l'armement qui vous permet en Italie de manifester votre valeur, après avoir sonné le ralliement des escadres autour de l'amirauté d'Alger, après avoir tout sacrifié à l'union de tous les Français, je vous avais donné un seul but, la victoire. Je vous le répète, plus que jamais, n'écoutez qu'une voix, qu'un appel, celui de la France, celui de vos familles qui espèrent, qui souffrent, qui meurent. Elles n'ont qu'un seul désir, vous voir délivrer le sol sacré de la patrie aux côtés de nos alliés. Ne les décevez pas, soyez disciplinés, soyez instruits, soyez forts. J'aurais souhaité vous commander jusqu'au bout. Je me contenterai de suivre vos efforts et d'applaudir à vos succès. Ma vie a été assez bien remplie pour que je n'en garde aucune amertume. Les hommes passent, la France reste. L'armée est quand même un peu troublée de la disparition de son commandant en chef. Comme en témoigne cette lettre que je vais vous lire, qu'écrit à Giraud alors le général de Montsabert. Le général de Montsabert, c'est un des grands héros de cette armée reconstituée qui va participer à la libération du territoire. Voici ce que Montsabert écrit à Giraud quand il apprend qu'il est définitivement évincé. Mon général, jusqu'à la dernière minute, j'ai espéré que le bon sens triompherait des passions. Vous êtes victime d'une politique qui marque une pénible étape dans le redressement de la France et de considérations personnelles qui auraient dû céder devant l'intérêt supérieur de la patrie. J'ai une foi profonde en Dieu et dans la France. Je crois que nul ne voit encore comment elle se relèvera, mais ce sera à coup sûr par l'union, celle que vous avez prêchée et à laquelle vous vous êtes sacrifié. Quand cette heure sonnera, mon général, justice vous sera rendue. En attendant, vous pouvez être assuré que les élèves que vous avez formés n'auront qu'un but, assurer la victoire de la France, continuer l'œuvre de redressement commencée en Tunisie, poursuivie en Italie et que pour ma part, j'ai conduit au Belvédère, en attendant de la conduire à Rome et en France, si on veut bien me le permettre. Au combat, vous serez toujours présent. Ce sont vos élèves qui suivent vos traces, et ce que j'ai réussi, du Monna Casale au Belvédère, c'est à vous que je le dois. Hélas, j'espérais que ce serait vous
qui remettriez dans le palestre de Pompéi les palmes dont vous avez bien voulu parer mes drapeaux et étendards. Mais au jour de la victoire, vous serez au milieu d'eux. Je pense à vos sacrifices et à ceux des vôtres. Si d'aucuns affectent de les oublier, Dieu saura les rétablir à leur vraie place. Le général Giraud, définitivement sorti du jeu, on pouvait croire qu'on arrivait totalement à la fin de l'histoire. Pas tout à fait. Le 21 avril 1944, quelques jours après son limogeage, le général Giraud s'installe à Mazagran. Mazagran, c'est un petit village qui est à côté de Mostaganem, pas très loin d'Alger. Giraud n'y a plus aucune fonction. Il y a auprès de lui sa fille, sa plus jeune fille, Monique, qui a 17 ans, qui s'est évadée par l'Espagne. Il a aussi auprès de lui ma mère, ta sœur, Arlette, qui est là et qui a son fils, mon frère, Henri Christian, qui a alors 3 mois. Et il se promène dans cette propriété, le général Giraud, ma mère et mon frère. Mon frère est dans un landau, et il pousse le landau, tous les deux. Ma mère a 20 ans, et elle fait des allers-retours sur ce boulodrome. Et à un moment, se retournant, elle s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui semblait pas être à la bonne place. Elle fait bien de se retourner, parce qu'elle voit un homme qui est en train d'épauler et qui va tirer. Alors elle dit un mot à son beau-père qui tourne juste la tête et la balle, au lieu de lui rentrer dans la nuque et de lui écraser, le crâne rentre sous le maxillaire gauche et sort par la joue droite. Au même moment, simplement pour fixer les dates, le général de Gaulle, en liesse à Paris, fête la libération. Et je vous laisse donc méditer sur le sort de ces deux hommes qui, quelques semaines, quelques mois auparavant, luttaient côte à côte. L'un obéit et réagit au vivat de la foule. L'autre gît dans son sang. Mais la balle qui lui a tiré dessus, c'était une balle française. La vérité sur cet attentat n'a jamais été officiellement élucidée. Le général Giraud a demandé à plusieurs reprises au général de Gaulle, qui était alors le seul président du gouvernement provisoire, la grâce de Boilly-Miloud, comme Jean-Paul II qui a demandé la grâce d'Ali Aqsa. Parce que Boilly-Miloud, quand on lui posait la question « Pourquoi avez-vous voulu tuer le général Giraud ?», répondait « Parce que Allah me l'a demandé ». Mais le général Giraud pensait qu'il y avait peut-être entre Allah et Boilly-Miloud quelques intermédiaires qui lui intéressaient de connaître. Il ne fut jamais répondu aux demandes formulées par le général Giraud demandant la grâce de Boilly-Miloud. La réponse, elle vient en janvier 1945, par un télégramme signé par le général de Gaulle lui-même, qu'il envoie au général Cohn, qui commande la division d'Oran et qui a transmis d'ailleurs, avec avis très favorable, la demande de grâce formulée par le général Giraud. Je vous lis le télégramme signé par le général de Gaulle. Prière, assumée, exécution immédiate de l'homme qui avait attenté à la vie du général Giraud et rendre compte. J'en arrive donc, mesdames, messieurs, au terme de mon exposé. Après une vie recrue d'épreuves, tout entière au service de son pays, le général Giraud, le 11 mars 1949, s'éteignait à l'hôpital militaire de Dijon. Alors que la veille, on avait épinglé sur sa poitrine décharnée la médaille militaire, qui est une distinction exceptionnelle pour un officier, encore plus pour un officier général, et que le général Giraud avait demandé au moment où on lui remettait cette décoration que l'on ouvrit la fenêtre de sa chambre d'hôpital afin qu'il pût entendre pour la dernière fois, jouée par une fanfare militaire, la Marseillaise. À la mort de Giraud, il y a à travers tout le pays une sorte de sursaut. Un deuil national de 3 jours est décrété pour célébrer ce héros. Paris Match y consacrera un numéro spécial et toute sa couverture. Le corps du général Giraud est mis dans le cœur de la cathédrale Saint-Bénigne à Dijon. Pendant une journée et une nuit, de façon ininterrompue, la population vient s'incliner devant le corps de Giraud. Puis Giraud sort sur une prolonge d'artillerie et son corps est transporté à travers
toute la ville où là aussi une foule innombrable s'incline lorsque le cercueil passe devant eux. Et puis le corps de Giraud est mis dans un corbillard qui prend la route de Paris. Il s'arrête à Auxerre. Là aussi, la population vient rendre hommage à Giraud. Et quand le catafalque de Giraud arrive à Paris, il est mis dans le chœur de l'église Saint-Louis des Invalides. Et là encore, pendant une journée et une nuit, la population de Paris vient rendre hommage à ce héros. Le général de Gaulle, qui est alors retiré à Colombey, vient s'incliner devant la dépouille du général Giraud. Tous les chefs militaires les plus prestigieux de l'armée française, tous les membres du gouvernement sont là, et le général Giraud, auréolé de son titre de commandant en chef devant l'ennemi, rentre au Panthéon des Braves, les Invalides, où il repose toujours aujourd'hui. Et on pouvait alors légitimement penser, espérer, que justice allait peut-être lui être rendue. Eh bien, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Certains n'ont en effet eu de cesse, depuis sa mort, de faire en sorte que l'on n'évoque jamais sa mémoire. Je suis sûr que les derniers rangs n'ont jamais entendu parler du général Giraud, ou que pire, quand on en parle, cela soit fait de mauvaise façon. Ce sont pourtant les victoires de l'armée forgée par Giraud qui ont permis la libération de notre territoire. Alors, est-ce trop demandé, 70 ans après, que cette évidence ne soit pas systématiquement occultée? Monsieur Pierre Messmer, qui était alors ministre des Armées du général de Gaulle et que je citais au tout début de mon propos lors de l'érection d'un des très rares monuments pour le général Giraud à Dijon en 1961, avait terminé son allocution ainsi. Si le général de Gaulle, président de la République, si le gouvernement a voulu être représenté ici et être représenté par le ministre des Armées, c'est d'abord parce qu'ils tiennent à honorer la vertu militaire d'un chef de guerre prestigieux. C'est aussi parce que le général d'armée Henri Giraud est une personnalité exemplaire et que le respect qu'il a toujours inspiré mérite d'être exalté. C'est à juste titre qu'en le citant à l'ordre de la nation et en lui conférant la médaille militaire, le gouvernement le désignait à la veille de sa mort, libérateur de la patrie. Alors voyez-vous que le général de Gaulle est accepté, bien des années étant passées, de partager, à titre posthume, s'agissant du général Giraud, le titre de libérateur de la patrie. Il doit quand même faire réfléchir ceux qui ignorent, ou pire, brocardent régulièrement le nom de Giraud. Le général de Gaulle ne déclarait-il pas d'ailleurs lui-même, je dis bien haut, je cite le général de Gaulle, je dis bien haut que la magnifique carrière militaire du général Giraud fait extrêmement honneur à l'armée française. Je dis bien haut que son évasion légendaire de la forteresse allemande de Königstein, sa volonté immuable de combattre l'ennemi, sa participation imminente à la bataille de Tunisie et la libération de la Corse lui assurent dans cette guerre même une gloire qui ne sera pas oubliée. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, pourtant, c'est que la postérité n'aura pas été très généreuse pour le général Giraud. Pas une promotion de Saint-Cyr ne porte le nom de Giraud. Pas une rue de Paris, pas une place de Paris, sa ville natale, ne porte le nom de Giraud. Alors vous comprendrez peut-être que le petit-fils que je suis, qui s'honore de porter haut et fier le nom de Giraud, qui est servi, certes, qui est choisi, certes avec moins de panache, mais enfin de servir mon pays sous l'uniforme. J'évoque avec passion la mémoire de mon grand-père, de cet homme exceptionnel, pour lui redonner la place qui lui revient dans l'histoire de notre pays. Et il me plaît, pour terminer, dans cette ville royale, de citer la très belle devise du maréchal de Faber, qui était un maréchal qui servait sous le plus grand de nos rois, et qui disait
si pour empêcher qu'une place que le roi m'a confiée ne tombât aux mains de l'ennemi, il me fallait mettre sur la brèche ma personne, ma famille ou mon bien, je n'hésiterai pas un seul instant à le faire. Eh bien, le général Giraud a intégralement appliqué cette devise du maréchal Lefebvre. Je vous remercie.